Alors bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vais vous présenter un concept qu'on appelle la périodisation nutritionnelle, qui consiste en réalité à optimiser les adaptations physiologiques liées à l'entraînement par la nutrition. Donc, je suis scientifique du sport et je dirige les sciences du sport pour une start-up appelée Scarmline Healthcare Innovation. Donc, la théorie sous-tendue par la périodisation nutritionnelle, c'est la notion que nous sommes tous à un niveau basal de fonctionnalité, qui correspond à une performance ou à un état de santé, et que nous allons perturber ce système, ce qu'on appelle l'homéostasie. En perturbant ce système, nous allons induire une phase de fatigue de laquelle nous allons récupérer, et nous allons avoir une phase de surcompensation ou d'adaptation qui va consister en un nouvel état de fonctionnalité supérieure. L'organisme étant extrêmement plastique, il va monter à un nouvel état de fonctionnalité. Et si nous ne faisons rien, on peut revenir à l'état de base, de là où on est parti donc, ou alors même arriver dans un état qu'on appelle le déconditionnement lorsqu'on s'entraîne plus, ou le surentraînement, overtraining en anglais c'est surentraînement, quand il y a une surcharge d'entraînement. Alors cette théorie de la périodisation, elle est bien connue en ce qui concerne l'entraînement, et ici on a par exemple un modèle de macro-cycle sur 12 semaines, où on voit qu'on va augmenter progressivement la charge au cours du premier mésocycle, puis ensuite on va donner une petite phase de régénération, de récupération, puis on va de nouveau augmenter, diminuer, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'au fil des années d'entraînement, un sportif va pouvoir atteindre des niveaux de charge extrêmement élevés, des niveaux de fonctionnalité extrêmement élevés, et donc des niveaux de performance extrêmement élevés. Alors si on s'intéresse un tout petit peu à l'aspect cellulaire, qui est très intéressant quand on veut essayer de mixer en fait l'aspect nutritionnel et l'aspect physiologique lié à l'entraînement, eh bien alors bon, ne prenez pas peur sur ce schéma. En fait, en réalité, ce qui nous intéresse, c'est les stimuli, c'est-à-dire les typologies d'entraînement, type par exemple l'endurance va citer plutôt ici au niveau du métabolisme des substrats, ce qui va considérer en fait le fait de brûler des graisses et des sucres et puis potentiellement des protéines également. Et de l'autre côté, vous allez avoir plutôt ce qui est lié à la fonction contractile, donc c'est souvent les exercices de musculation. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a ce qu'on appelle des perturbations homéostatiques. Ben, par exemple, ici, c'est plutôt lié à l'oxygène, au statut oxydoréducteur, au manque d'énergie, puisque ici, on est sur l'ATP, le stress oxydant, qui est assez connu, les flux calciques, etc., etc. Donc ça, il faut voir ça comme le changement d'état de l'organisme que nous induisons. Et puis, ici, des senseurs, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de chacune de vos cellules, vous allez avoir des éléments qui vont pouvoir s'allumer ou s'éteindre, et c'est eux qui vont définir ensuite un signal qui va aller jusqu'au niveau de votre ADN. Tout ça pour comprendre qu'en fait, c'est à ce niveau-là, ici au niveau de la perturbation homéostatique, que potentiellement, en plus de ces perturbations provenant ici plutôt des exercices d'endurance, ici plutôt des exercices de force ou de puissance, on va pouvoir surimposer potentiellement des perturbations ou au contraire faciliter des processus par des moyens nutritionnels. Alors, si on essaie de comprendre ces éléments adaptatifs, juste avant, on était dans des étapes où on regardait un élément aigu. Donc, ces éléments aigus, c'est ce qui va se passer ici. Au niveau de l'ADN, il va y avoir des brusques sursauts de signaux qui vont expliquer des petits changements de synthèse des protéines, les protéines étant bien plus que simplement de la masse musculaire. Donc, on va avoir des petits sursauts de synthèse de protéines qui vont faire augmenter le pool de protéines fonctionnelles. Ça peut être celle qui déplace de l'oxygène, celle qui contracte les muscles, mais aussi celle qui connecte les os aux tendons ou les os aux muscles, etc., etc. Et on va avoir donc une montée progressive de la fonctionnalité et donc de la performance physique. Et c'est cette répétition au fil des heures, des jours, de brusques signaux qui vont au fil des semaines et des mois aboutir à une augmentation significative de la performance. Et c'est là qu'on peut surimposer cette vision plutôt biologique, une vision plutôt classique de l'entraînement, où on retrouve effectivement des blocs
sur des blocs dits microcycles sur des jours ou des semaines, enfin ou sur une semaine, puis des blocs qu'on va appeler mésocycles qui regroupent les microcycles en semaines ou même mois, et puis on va avoir les macrocycles qui vont s'étaler sur plusieurs mois ou même sur une année, où on va retrouver effectivement des grandes tendances. Alors les mésocycles, c'est vraiment quand on vient travailler une qualité, et les macrocycles, c'est des grandes tendances d'amélioration de performance. Ce qui nous a amené à des modèles assez bien connus qui consistent à augmenter d'abord le volume en début de saison, avec une diminution progressive du volume alors qu'on arrive en phase de plus spécifique, puis de compétition, puis la phase de transition. D'un autre côté, la spécificité à l'activité et l'intensité vont voir une augmentation progressive au fil de la saison pour faire un pic juste avant la compétition, puisque c'est à ce moment-là qu'on va essayer de préparer l'intensité cible en particulier. Voilà. Et ensuite, on va faire diminuer la charge globale en phase de transition. Alors, il y a maintenant un petit peu plus de détails, on va dire, dans le modèle, avec la préparation dite générale, qui s'ensuit une préparation dite spécifique. Taper, c'est la phase d'affûtage, la compétition, et puis la phase de transition, ou la phase de saison off, ou la phase de blessure. Alors, what is the thought process? Ça veut dire, mais quel est le processus de pensée? Surtout, qu'est-ce qui peut être périodisé? Eh bien, c'est ça qui est très intéressant aujourd'hui, c'est que bien entendu, tout le monde pense à l'entraînement au départ. Mais en réalité, la récupération peut être périodisée, la nutrition, on va le voir aujourd'hui, peut être périodisée, la psychologie peut être périodisée, sur le développement des qualités, c'est vraiment ce qu'on appelle la préparation mentale, et puis les éléments techniques et tactiques peuvent être périodisés. En général, on fait beaucoup d'exposition à beaucoup d'éléments techniques, par exemple en début de saison, et puis progressivement, on va se concentrer vraiment sur ceux qu'on veut améliorer, etc. Et c'est plus ou moins le cas pour à peu près tous les types de qualités. Euh, donc, sur cette phase qui était simplement un petit rappel sur finalement qu'est-ce que c'est la périodisation, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut s'assurer qu'on a un but. On ne peut pas simplement avancer les yeux fermés. Il faut vraiment avoir un rationnel derrière ce qu'on fait. On essaie de comprendre. Alors, je vous ai montré des mécanismes cellulaires. Tout le monde n'a pas besoin de comprendre parfaitement ces mécanismes cellulaires, mais il faut avoir quand même une bonne idée, si on veut optimiser la performance, de ce qui se passe derrière ce qu'on fait. On ne prend pas juste un complément alimentaire. On ne va pas manger juste d'une certaine façon parce qu'un tel ou un tel ou notre maman ou notre cousin nous a expliqué que c'était ce qu'il faut faire. Il faut aussi prioriser. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des buts, mais ceux qui me disent qu'ils veulent tout faire au même moment, ce n'est pas possible. Donc il faut prioriser des éléments. Vous ne pouvez pas tout développer, tout faire au même moment. Typiquement, on ne peut pas réduire sa masse corporelle, sa masse grasse, au même moment où on veut absolument faire une charge d'entraînement extrêmement élevée pour développer telle ou telle qualité. Ça va être en opposition parce qu'au moment où vous stressez sur le plan énergétique votre organisme, eh bien forcément la capacité de récupération va baisser. D'autre part, c'est très important de mettre en place un suivi régulier sur des indicateurs simples de santé ou de performance. Ça, j'en parle à chaque fois et je le répéterai jamais assez. On manque d'indicateurs. Il faut le simple fait de dire est-ce que tu es fatigué aujourd'hui sur une échelle de 1 à 10, déjà au moins ça vous donne un indicateur. Avoir un saut, par exemple, un saut en longueur qui est répété au moins une fois par semaine ou 2 fois par semaine, un 50 mètres en piscine, peu importe. Mais avoir un indicateur qui vous dit, voilà, le niveau de forme, il est comme ça. C'est encore mieux si vous avez 2-3 indicateurs subtilement différents, un indicateur de performance, un indicateur de bien-être, et pourquoi pas un indicateur de santé comme la fréquence cardiaque. Donc, si vous arrivez à regrouper ces petits éléments, vous avez quand même une idée de ce qui est en train de se passer et de savoir si vous êtes dans la bonne direction ou pas et quand est-ce qu'il faut réguler, parce qu'il n'y a rien de pire que d'écrire son plan fin août et ensuite de le suivre tout au long de la saison et sans jamais le modifier. Ça, c'est vraiment l'écueil qu'il ne faut surtout pas faire. Alors, comment ça va se passer la périodisation nutritionnelle? D'abord, ce qui est très important de comprendre, c'est que quelle que soit l'approche nutritionnelle et quelle que soit l'approche, on va dire, d'entraînement et de prise en charge en général, il y a l'évidence scientifique. Ça, c'est très important de ne pas oublier qu'il faut demander une évidence scientifique aux professionnels et même vous, savoir à un moment qu'est-ce qui
valide ce que vous êtes en train de mettre en place. Ensuite, il y a l'expertise du praticien qui va vous prendre en charge. Donc, si c'est vous-même, quel est votre niveau d'expertise? Et ensuite, il y a les préférences, vos préférences en tant qu'athlète ou les préférences de l'athlète que vous prenez en charge. Et c'est vraiment le mix de ces trois éléments qui va déterminer la prise en charge. Donc, vous pouvez avoir la même évidence, le même praticien, et si vous changez d'athlète, vous aurez subtilement une approche différente, et c'est bien normal. Ou alors, le même athlète, avec le même topic scientifique, mais avec un autre praticien, c'est pareil, l'approche sera subtilement différente. Donc, il faut pas s'en offusquer et il faut pas en avoir peur. Ensuite, la démarche rationnelle par rapport à la diététique, je pense qu'il faut aussi rappeler ça. C'est d'abord le socle diététique, ça c'est le plus important. C'est d'abord est-ce que je mange bien et suffisamment. Ensuite, est-ce que j'adapte ma nutrition à mon sport et éventuellement, quand j'en arrive vraiment au top de la pyramide, c'est-à-dire j'ai un socle diététique en béton armé, j'ai une nutrition sportive du feu de Dieu qui est super bien adaptée à mon sport et à mes différents cycles d'entraînement, etc. Je vais envisager des suppléments en fonction de justement si je rencontre des challenges soit organisationnels, soit simplement j'ai envie vraiment d'induire des choses au niveau adaptatif, ou alors j'ai envie d'induire des choses pour ma performance en aigu sur une épreuve. Donc ça, c'est très très important de comprendre et de commencer par l'énergie, les macronutriments, ensuite les micronutriments, ensuite s'adapter au sport, ensuite s'adapter au cycle et ensuite enfin arriver à l'optimisation cellulaire. Et c'est ce dont je vais parler aujourd'hui parce que, comme je l'ai dit, l'exercice physique, c'est commencer par induire des signaux moléculaires et ces signaux moléculaires, ils vont induire des adaptations physiologiques. Alors la nutrition, elle est bien sûr très très importante pour passer de je réalise mon exercice physique à j'induis mes signaux moléculaires. Si vous faites une hypoglycémie au milieu de l'entraînement, forcément il y a la moitié de l'entraînement qui passe à l'as. Donc déjà, bien se nourrir pour être en mesure de réaliser proprement mon entraînement, éventuellement bien me nourrir pendant l'entraînement pour être encore meilleur à m'entraîner, et donc induire les bons signaux au bon moment. Ensuite, dans une deuxième étape, je vais me nourrir pour bien récupérer et donc bien passer de j'allume l'interrupteur à je vais effectivement créer du muscle, ou je vais effectivement devenir meilleur à utiliser l'oxygène, ou je vais effectivement devenir meilleur à transporter l'oxygène. Donc ça, c'est très important de comprendre qu'il y a un coût à réaliser l'effort, et ensuite il y a le coût de récupération, et ensuite le coût d'adaptation à l'effort. Donc ça vous fait trois choses qu'il faut absolument nourrir. Si vous réalisez correctement ça, on va dire que 90% est fait. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à savoir comment, par la nutrition, je peux potentiellement potentialiser les signaux moléculaires, c'est-à-dire je viens triturer le même endroit que l'effort, que mon entraînement, mais par la nutrition. Donc ça, c'est intéressant, entre guillemets, vous vous entraînez, vous voyez, en gros, ce schéma-là, c'est un schéma que j'ai refait pour juste simplifier un tout petit peu le premier qui était compliqué. Donc vous avez ces perturbations, les signaux, je change mon fonctionnement de mon ADN, et hop, j'ai des modifications. La question, c'est est-ce que la nutrition, en consommant différentes quantités de protéines, de sucre, de gras, potentiellement de suppléments alimentaires, je vais pouvoir modifier ce qui se passe ici? Ça, c'est ça ma question. Et pour en arriver là, eh bien d'abord, il faut que je comprenne quelles sont les spécificités structurelles, neuromusculaires et psychologiques qui déterminent la performance. Alors ici, vous avez un schéma qui vient du rugby, mais c'est valable dans tous les sports. Sur votre épreuve en particulier. Ensuite, une fois que vous avez bien identifié les éléments généraux, vous voulez vous intéresser à ce qui va être spécifiquement bénéfique à l'athlète considéré. Okay. Une fois que vous avez défini les besoins spécifiques de cet athlète au sein d'un ensemble plus global qui représente les besoins de son sport, vous allez vous intéresser aux méthodologies d'entraînement physique, technique, et les méthodologies de récupération qui vont être utilisées au niveau des macro, méso et microcycles pour changer son état de performance X vers un état de performance Y. Et c'est là, à ce moment-là, quand vous aurez fait ces trois premières étapes de diagnostic et d'analyse du besoin, que vous allez passer à une quatrième étape qui est celle des stratégies nutritionnelles qui vont permettre de supporter, de potentialiser ces éléments d'entraînement physique, technique ou de récupération que vous avez identifiés. Alors si on prend
l'exemple des tests physiologiques, parce que c'est un peu plus simple, on va dire qu'on se met dans un environnement de laboratoire avec des tests normés, et comme ça on va pouvoir voir comment on peut triturer le résultat de ces tests avec simplement des paramètres nutritionnels. Alors prenons les tests d'endurance classiques que vous réalisez sur un tapis avec un masque comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc qu'est-ce qui va se passer? On va avoir une augmentation progressive de la consommation d'oxygène ici en bleu jusqu'à un pic qu'on va appeler le débit maximal d'oxygène consommé, donc le VO2 max. Ensuite, vous avez ici la courbe rouge qui représente le dioxyde de carbone. Et l'ensemble de ces deux courbes va nous permettre de déterminer ce qu'on appelle le seuil ventilatoire ou le seuil lactique, qui est le moment où l'organisme rentre dans une phase d'accélération de sa fatigabilité. Voilà, donc ça c'est bien entendu le premier critère, ça va être le VO2 max. Le deuxième critère, ça va être ce point d'inflexion métabolique qui est associé avec une augmentation de la fatigabilité. Et puis vous allez avoir un troisième élément qui est le coût énergétique, c'est-à-dire combien d'oxygène il me faut pour aller à une vitesse en particulier, puisqu'ici vous avez puissance, vitesse, donc puissance sur un vélo ou vitesse en course à pied. Donc combien je consomme d'oxygène pour quelle vitesse. Donc ces éléments-là, c'est des éléments qui vont déterminer par exemple ma performance en marathon. Ensuite, si on fait un autre test de puissance, par exemple, vous êtes sur un vélo, comme vous voyez ici, et il va pédaler à une vitesse maximale. Donc forcément, les premières secondes, on voit une augmentation très rapide du pic de puissance. Et puis bien sûr, derrière, il y a une fatigue qui va s'installer sur les secondes suivantes. C'est un test qui dure une trentaine de secondes. Donc vous allez avoir une puissance maximale, une puissance la plus basse, un index de fatigue. Et ce test-là est particulièrement intéressant pour les exports explosifs et les exports explosifs qui doivent durer. Donc typiquement, par exemple, en athlétisme, ça va être un 400 mètres. Et en nage avec palme, on considérera plutôt le 100 mètres. Donc ce test-là, il va nous donner un indicateur de performance là-dessus. Ensuite, on va avoir des éléments de composition corporelle. Donc ça, c'est bien connu. La masse maigre, qui est souvent associée à la masse musculaire, mais donc la masse maigre est en fait un ensemble plus global avec les os et la peau notamment. Et puis la masse grasse qui va représenter, suivant les athlètes, entre 5%, 4-5% pour vraiment les athlètes les plus bas. Et puis on va monter jusqu'à 25-30% chez des athlètes, par exemple, de catégorie de poids en super lourd. On va retrouver ce type de pourcentage de masse grasse relativement élevé. On est plutôt entre 10 et 20% pour la plupart des athlètes, 10% pour les hommes, 20% pour les femmes. Voilà. Donc, on va déterminer par exemple un effet aigu. Et ça, c'est important de comprendre ces éléments-là. C'est-à-dire que physiologiquement, la nutrition pourra avoir un effet aigu sur la performance sportive. Le schéma que je vais vous montrer, il est un tout petit peu complexe, mais en fait, il est aussi très intéressant. C'est-à-dire qu'on voit ici les performances sur des épreuves d'athlétisme. Et vous voyez ici que, par exemple, vous retrouvez la créatine, qui est un supplément qui va permettre d'avoir un tout petit peu plus d'énergie sur des efforts très très intenses. Vous allez avoir une toute petite réserve supplémentaire d'énergie. Vous allez avoir le bicarbonate et la bétalanine ici qui en fait sont des tampons, c'est-à-dire que dès que le muscle s'acidifie ou le sang s'acidifie, dans le cas du bicarbonate, bétalanine c'est à l'intérieur du muscle, vous allez avoir un effet protecteur vis-à-vis de l'effet de l'acidose sur une induction potentielle de fatigue. Ensuite, plutôt sur des éléments de longue durée, vous allez avoir potentiellement un effet aigu du nitrate. Et puis ici, vous retrouvez la caféine qui peut jouer à la fois sur la fatigue liée à l'endurance, mais aussi sur la fatigue liée à des efforts beaucoup plus intenses comme 400 mètres ou 800 mètres. Donc vous voyez qu'ici, la nutrition peut jouer. On mentionne bien entendu l'hydratation, et puis sur l'endurance, on va retrouver les glucides, donc les sucres qu'on va pouvoir consommer pendant le marathon. Tout ça veut dire qu'en aigu, on va pouvoir jouer potentiellement, potentialiser ou détériorer, si on n'est pas suffisamment hydraté par exemple, la performance. Et comment on fait ça? Eh bien, en fait, à chaque facteur de fatigue, ici l'acidose, ici les problèmes intestinaux, l'hyponatrémie, les dommages musculaires, le manque de sucre, etc., etc., vous allez retrouver des éléments nutritionnels qui vont pouvoir venir en face de ce facteur de fatigue pour améliorer potentiellement la tolérance à ce facteur de fatigue et donc retarder
la fatigue. C'est ce que vous voyez ici avec l'effet de la caféine potentiellement avant et pendant l'effort, hein, qui a tendance à réduire donc la fatigue et grâce à des effets notamment sur l'activation musculaire et l'activation aussi corticale. Vous allez avoir ici l'effet, bien entendu, des glucides pour prévenir le manque de glucides, c'est relativement logique. Et puis, vous allez avoir des effets, par exemple, d'entraînement intestinal pour prévenir les inconforts intestinaux. Si on revient à notre test, eh bien, si on prend notre VO2 max, eh bien, notre VO2 max, bien entendu, si on a moins de volume plasmatique, elle va être impactée négativement. Et donc, être bien hydraté est très important pour avoir un pic de consommation d'oxygène élevé. La vitesse à laquelle on court à cette VO2 max, potentiellement, sera impactée par la prise de caféine, par exemple. C'est-à-dire que vous avez la même consommation d'oxygène, mais le petit plus de la caféine pourrait légèrement améliorer votre production de puissance et la contractilité musculaire et vous permettre d'avoir un tout petit peu plus sur la vitesse et puis la résistance à la fatigue à la fin du test. Également, ce qu'on va pouvoir retrouver, c'est un effet du nitrate, par exemple, sur spécifiquement les carburateurs à haute énergie à l'intérieur du muscle, qui vont légèrement potentialiser le système et donc permettre d'optimiser votre consommation d'oxygène par rapport à la vitesse ou la puissance à laquelle vous déplacez. Et enfin, le nitrate peut jouer aussi sur le seuil en améliorant la connexion, parce que le nitrate, en fait, c'est un vasodilatateur, donc en améliorant la connexion entre le sang et le muscle, eh bien, vous améliorez, vous retardez un tout petit peu ce seuil de fatigue. Sur un test de puissance comme le Wingen, on va retrouver un effet potentiel de la caféine sur le pic de puissance, et puis vous allez retrouver un effet potentiel de la créatine grâce à son petit surplus d'énergie, du bicarbonate ou de la bêta-analyne sur l'index de fatigue, et donc potentiellement, en fait, vous allez maintenir un tout petit peu mieux le niveau de puissance initial, et donc produire une plus grande puissance globale sur l'ensemble du test. Bien entendu, l'ensemble de ces facteurs va jouer sur la moyenne de puissance que vous produisez durant tout le test. Ensuite, si on prend la composition corporelle, eh bien là aussi, on peut jouer en aigu. Si vous prenez de la créatine, vous avez tendance tout de suite à avoir un effet osmotique. Pareil pour le sodium. Donc là, vous augmentez artificiellement votre masse maigre, mais ce n'est pas une augmentation de masse musculaire, c'est simplement de l'eau qui a été stockée dans les cellules musculaires. A l'inverse, si vous faites un régime sans résidus, sans fibres, votre intestin est plus léger, vous perdez de la masse maigre, mais en fait, ça n'a rien changé pour votre masse musculaire, ou vous arrêtez de consommer des glucides, votre masse musculaire est moins riche en sucre, c'est pareil, elle va aussi baisser en masse sans pour autant avoir rien changé au niveau contractile. A l'inverse, au niveau de la masse grasse, c'est essentiellement la balance énergétique, donc soit positive soit négative, qui au long cours, hein, parce que c'est des mécanismes qui sont relativement lents, on ne voit pas de différence avant au moins 4-5 jours d'un excès ou d'une baisse de la balance énergétique. Donc, au long cours, on va commencer à avoir des éléments de changement au niveau de la masse grasse. Alors, des approches périodisées, je vais vous en montrer. Donc, en partant de ces connaissances de ces effets aigus, eh bien, je vais vous donner un exemple, par exemple, sur les tests d'endurance. Alors, ici, donc, pareil, un schéma un tout petit peu complexe, mais ce qui a été démontré, en fait, c'est que si on s'entraîne avec les muscles relativement pauvres en sucre, il semblerait que cette absence de sucre intramusculaire au moment où je fais un effort plutôt long, plutôt basse intensité, va me permettre de mieux activer ces différents interrupteurs. Et en activant ces différents interrupteurs, je vais encore mieux produire ces fameux carburateurs à l'intérieur du muscle. A l'inverse, si je fais un effort, par exemple, en intervalle training, je fais des intervalles de 100 mètres, des intervalles de 50 mètres dans l'eau, eh bien, et que je veux vraiment produire beaucoup d'efforts sur des petits temps intenses, que je veux répéter ça pour avoir un autre type d'adaptation en puissance, d'autres types d'adaptation en endurance, eh bien, je vais plutôt là essayer d'avoir mon muscle bien rempli de sucre, consommer du sucre pendant mon effort, de manière à produire un maximum de puissance. Donc d'un côté, on vient maximiser l'apport énergétique quand on veut vraiment forcer très fort, et puis de l'autre côté, on vient baisser le niveau
de sucre intramusculaire et ne pas apporter de sucre, au moment où on va aller un petit peu moins fort, mais on va laisser, entre guillemets, le muscle avoir ses petites difficultés, parce que ça va permettre de stresser un tout petit peu ce muscle. Donc c'est ce que vous voyez ici, où le manque de glycogène, donc de sucre musculaire, a tendance à faciliter l'activation de cette fameuse AMPK, c'est l'interrupteur. Alors qu'à l'inverse, par exemple, si on prend un, un déjeuner riche en leucine, c'est ce qu'on trouve dans les poudres de protéines ou dans n'importe quel produit laitier ou même dans le jambon ou le poulet. Donc la leucine, c'est cet acide aminé constitutif des protéines qui est activateur du muscle, et bien lui, il va être capable d'appuyer sur un autre interrupteur qui lui facilite la fabrication de masse musculaire. D'un côté, vous avez les protéines qui ont tendance à activer les mêmes choses que la musculation, et de l'autre, vous avez le manque de sucre qui a tendance à activer les mêmes choses que l'endurance. Et donc, en mettant le corps en situation d'avoir l'activateur nutritionnel et l'activateur physique, on va pouvoir potentialiser potentiellement les adaptations. Je vais passer rapidement sur cette diapositive. Donc, si on reprend à partir du test, ça permet aussi de se mettre en tête une approche, en fait, une approche vraiment rationnelle de l'entraînement. Par exemple, je veux améliorer ma VO2 max. Je vais faire un entraînement par intervalle à haute intensité pour permettre d'améliorer cette VO2 max. Il y a plusieurs méta-analyses qui ont montré que c'était la meilleure façon de le faire. Eh bien, si je veux améliorer la qualité de mon entraînement, c'est-à-dire que c'est même pas, je me dis, je vais bénéficier mieux du même entraînement. Non, non, là, je suis carrément dans l'idée de me dire, cet entraînement-là, je vais pouvoir aller encore un tout petit peu plus fort si je prends de la créatine, je prends de la bêta-alanine, je prends de la caféine ou je prends des boissons d'effort au moment où je réalise cet entraînement. Et je vais à tout prix essayer de ne pas être déshydraté et de ne pas manquer sucre au moment où je réalise mes entraînements. Donc voilà, ça c'est à moi après d'avoir la stratégie avec un professionnel, de savoir lequel je vais utiliser parce que bien entendu l'idée c'est pas de les prendre tous. En plus, en fonction des types d'entraînement par intervalle, vous allez vouloir ou pas prendre de la bêta-alanine, vous allez vouloir ou pas prendre de la créatine par exemple. Donc il faut bien que ce soit rationnel en fonction si c'est court ou long, etc., etc. Ensuite, en termes d'adaptation, et là on parle des mitochondries, donc ces fameux petits carburateurs qu'on va avoir dans le muscle, eh bien je vais éviter de prendre des antioxydants parce qu'en fait l'oxydation dans le muscle c'est aussi un signal de stress et donc c'est un signal que je recherche parce que c'est un signal adaptatif. A l'inverse, je peux donner du nitrate, donc par exemple je peux simplement manger des betteraves ou boire du jus de betterave ou alors ultimement, si vraiment j'ai pas de solution pratique et que je déteste les betteraves, eh ben, je peux consommer des comprimés avec du nitrate, ce qui va permettre potentiellement d'augmenter ce pool de nitrate et d'aller jouer un tout petit peu plus sur mon muscle qui va fabriquer un poil plus de mitochondries. A l'inverse, une autre solution pour avoir une plus grande VO2 max, c'est au lieu de stresser plus fort mon organisme, je peux aussi simplement aller en altitude. Dans ce cas-là, le mécanisme est différent. Ce que je veux, c'est stresser mon organisme en faisant baisser mon niveau d'oxygène sanguin. Ce niveau d'oxygène sanguin, il va baisser au niveau du rein notamment. Le rein va se mettre à produire de l'EPO qui va stimuler ma moelle osseuse et je vais produire des globules rouges. Donc, une fois que j'ai compris ce mécanisme-là, ce dont j'ai besoin particulièrement pour favoriser cette adaptation, c'est du fer. Il me faut absolument des stocks de fer avant de partir en haute altitude. Si je n'ai pas de stock de fer, il ne faut pas que j'espère avoir une fabrication efficace et efficiente de globules rouges. Et de l'autre côté aussi, si je veux fabriquer de la cellule, il va me falloir une quantité d'énergie consommée par jour suffisante. À partir du moment où je veux fabriquer quelque chose en plus grande quantité dans mon organisme, il faut bien que je comprenne que la carte bleue, c'est la quantité de calories que je vais consommer. Et donc si je veux créer quelque chose, il faut absolument que j'apporte suffisamment de calories pour laisser mon organisme fabriquer des choses. De l'autre côté, en termes de qualité d'entraînement, il va falloir que je fasse très attention parce qu'en altitude, j'ai tendance à avoir ce qu'on appelle un phénomène d'anorexie, c'est-à-dire que j'ai moins faim. Également, si c'est de l'altitude non simulée, on a un phénomène d'évaporation. Donc il faut que je fasse attention à mon hydratation. Il faut que j'augmente mon pool de protéines pour bien maintenir ma masse musculaire qui a tendance à légèrement diminuer en haute altitude. Il faut que j'augmente ma quantité de glucides parce qu'en haute altitude, je brûle encore plus de sucre et un petit peu moins de graisse. Et puis, je peux consommer des boissons d'effort. Donc tout ça, ça va me permettre de bien réaliser mes entraînements, de bien récupérer alors que je suis en altitude. Et l'essentiel de l'effet, en fait, il apparaîtra dans ce contexte-là, le fait d'être en altitude, simplement
par l'exposition à l'altitude. C'est même pas un type d'entraînement en particulier. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a certaines typologies de séjour en haute altitude qui consistent à simplement dormir en haute altitude puis redescendre pour s'entraîner au niveau de la mer. Ensuite, si je prends le seuil ventilatoire, et ben là j'étais sur l'altitude, on me disait j'y vais, je fabrique des globules rouges. Là je suis encore sur un autre système, c'est-à-dire que là je viens m'entraîner en altitude. Donc vraiment l'objectif c'est de mixer l'exercice physique avec la haute altitude, enfin la moyenne altitude. Et donc là ce que je veux c'est améliorer encore finement cette connexion entre le muscle et le sang. Et dans ces cas-là, ben, je vais me retrouver avec les mêmes challenges liés à la haute altitude, hein, la nécessité de sucre, de protéines, d'hydratation pour assurer mes entraînements de manière correcte. Et puis sur les adaptations, bah, suivant si j'y dors ou pas, il va falloir que quand même je check un petit peu au niveau de mon statut en fer, mais ça devient un petit peu moins important que quand je souhaitais fabriquer des globules rouges. A l'inverse, si je veux améliorer mon coût énergétique, il faut savoir que les athlètes d'endurance font aussi de la musculation et de la pliométrie. Et pourquoi? C'est parce que ça a un effet potentiellement sur le coût énergétique de la course. Autrement dit, en gros, vous faites de la musculation ou des sauts, de la pliométrie, dans l'espoir de devenir plus élastique. Cette élasticité, elle peut être intéressante aussi pour le nageur avec palme, notamment pour les sprinteurs qui utilisent des palmes extrêmement dures. Il est très intéressant d'avoir cette capacité de force réactive. Donc en gros, vous transformez progressivement l'organisme en un ressort qui permet donc d'assurer une partie de la production de force et de puissance par des biais élastiques. Donc ça s'entraîne par de la musculation, de la pliométrie. Et si je veux augmenter, eh bien, je peux utiliser potentiellement, bien sûr, ça dépend du type d'entraînement que je vais réaliser, mais je peux utiliser certains compléments. Alors si je fais énormément de dommages musculaires, par exemple l'entraînement excentrique, pourquoi pas prendre un petit peu plus d'huile de poisson parce que ça peut me permettre de réguler ces dommages musculaires un petit peu. Et puis ensuite, bah, ça va être au cas par cas. Est-ce que je fais des entraînements très longs, très intenses, auquel cas j'aurais peut-être besoin de boissons d'effort ou de caféine? Est-ce que je fais des très très longues séries où je ressens de la fatigue musculaire et je voudrais éviter ça? Ben, je peux prendre de la bétalanine, etc. etc. Donc c'est les types de choses qu'on peut avoir. Et sur les adaptations, eh ben, si je fais beaucoup de pliométrie par exemple, je vais beaucoup chercher à mettre en tension mes ligaments, mes tendons, mes aponevroses, donc l'enveloppe du muscle. Et donc là, ce que je vais rechercher, typiquement, ça va être à fabriquer du collagène. Donc potentiellement, aujourd'hui, il y a des données émergentes qui disent pourquoi pas, ça reste un questionnement, mais pourquoi pas prendre un petit peu de collagène de façon à pousser encore plus l'organisme dans le sens de cette typologie d'adaptation et donc à faciliter la fabrication de tissus tendineux, de tissus ligamentaires ou même de tissus cartilagineux si toutefois l'organisme est capable d'en produire un petit peu, ou de l'épaissir en tous les cas. Et puis bien sûr des protéines, les protéines, à chaque fois que vous stressez et que vous créez du dommage musculaire, ce qui est particulièrement le cas dans l'entraînement en force et la pliométrie, eh bien c'est important de consommer suffisamment de protéines, voire même d'augmenter sa consommation de protéines par rapport au niveau de base du sportif qui est déjà 2 fois supérieur au niveau de besoin d'une personne lambda. Donc ici, on va retrouver de nouveau le test de Wingate. Dans le test de Wingate, bien entendu, c'est un test de puissance, donc on va retrouver l'entraînement en force et en puissance, et on retrouve donc les mêmes facteurs potentiellement potentialisateurs. Et puis en termes d'adaptation, eh bien là, ce qu'on va chercher, c'est à augmenter les protéines, comme je le mentionnais, mais là, vraiment, on est par exemple sur un athlète de puissance, sur un sprinter qui veut avoir des muscles beaucoup plus forts, beaucoup plus volumineux, parce que c'est un des facteurs qui potentiellement peuvent l'aider à produire plus de force et plus de puissance. Donc on va optimiser la quantité de protéines, optimiser la répartition des protéines sur la journée et créer un léger excès calorique de manière à favoriser les adaptations. Donc ici, on avait 2 cas concrets. Si on revient un peu sur la périodisation nutritionnelle qu'on peut observer dans un sport individuel, et je terminerai là-dessus parce que j'ai une petite slide sur les sports d'équipe, mais ce n'est pas à propos forcément ici. Vous avez une préparation générale. Dans cette préparation générale, c'est souvent là qu'on consacre un peu de temps à optimiser sa composition corporelle, un petit peu à perdre le gras de la saison off. Tout en faisant très attention de ne pas créer un déficit énergétique trop important. On essaye d'optimiser la qualité de l'entraînement. Souvent, c'est une période où on travaille plein de choses différentes. Donc, on essaye surtout de progresser. On n'est pas trop dans l'idée d'avoir
d'avoir comment dire, d'accélérer la récupération, d'utiliser des bains froids en général. Non, l'idée c'est de s'entraîner beaucoup, de récupérer beaucoup et d'augmenter un peu toutes mes qualités. Et puis c'est le moment aussi où on peut éventuellement, dans certains sports individuels, périodiser l'apport de glucides pour améliorer par exemple les adaptations en endurance intramusculaires, comme la fabrication de petits carburateurs que je mentionnais tout à l'heure sous le nom de mitochondries. Ensuite, la préparation spécifique. Alors là, on va commencer à avoir des éléments à serrer en fait les typologies d'adaptation que nous voulons. Par exemple, on va partir en altitude parce qu'on veut augmenter euh, légèrement le taux de globules rouges dans l'organisme, parce qu'on voudrait jouer légèrement plus sur la capacité d'endurance et notamment le pic d'utilisation d'oxygène. On peut aussi continuer à raffiner un tout petit peu la composition corporelle si on estime que c'est vraiment un facteur de performance. Et puis on commence à s'intéresser à savoir comment on va s'alimenter avant, pendant, après la période de compétition. Ensuite, cette préparation spécifique, ou cette préparation générale puis spécifique, c'est un peu l'essentiel du début de saison. Et puis ensuite, on va rentrer dans la répétition finalement de phases d'affûtage avec un moment de récupération. On fait attention parce que dans la phase d'affûtage, on diminue le volume, donc on diminue la dépense énergétique, donc il faut légèrement diminuer aussi la dépense énergétique. Et puis potentiellement aussi, c'est le moment, dans certains sports, on va pouvoir optimiser un petit peu le poids et utiliser des techniques bien particulières. Toutefois, en nage avec palme, ça reste rarissime et j'ai aucun exemple là maintenant de ce type d'optimisation pouvant être utile à la nage avec palme. En compétition, l'idée, c'est vraiment d'être là pour optimiser la performance. Donc typiquement, qu'est-ce que j'ai pu faire avec un nageur de palme de haut niveau? Eh bien, c'est utiliser sur du 100 mètres ou sur du 200 mètres du bicarbonate, de la bêta-alanine. J'ai utilisé de la caféine le matin pour optimiser l'éveil, la vigilance, même la motivation. Euh, Ensuite, il faut aussi potentiellement, dans les phases juste pré-compétitives et compétitives, essayer au maximum d'optimiser le sommeil. Donc, par exemple, ça peut consister à donner des bolus de glucides juste avant le coucher ou des collations avec de la whey, tout ça qui va se mixer pour favoriser la production de mélatonine dans le cerveau et donc l'endormissement. Donc, ces éléments-là d'optimisation sur le sommeil, à la fois sur la performance, pourquoi pas sur la récupération si vraiment il y a beaucoup d'efforts ou qu'il y a des efforts très intenses, très longs. Dans ces cas-là, on va essayer de mettre tous les blocs en place de manière à tout optimiser de façon à ce que la performance soit optimale chaque jour et tout au long de la compétition s'il y a plusieurs jours de compétition. Ensuite, il y a les phases de transition, ou plus particulièrement, ce qui va m'intéresser là, ici, c'est la phase de blessure. La phase de blessure, il ne faut pas croire que c'est un moment de relâche, ou simplement on se restreint parce qu'on ne veut pas prendre de poids. C'est pas du tout ça. Il faut bien prendre en compte quel type de blessure. Une fracture sur le membre inférieur, ça veut dire béquille, ça veut dire augmentation de la dépense énergétique liée à la locomotion. Donc ça, il faut le prendre en compte. Ensuite, si il y a des blessures musculaires, on va plutôt être sur une phase de gestion de l'inflammation, de gestion de l'apport en protéines pour régénérer. Si vous êtes sur des fractures, ben forcément, sera plutôt sur une orientation vers la vitamine D ou le calcium. Si on est sur des blessures ligamentaires, ou tendineuses, on va plutôt s'orienter par exemple sur des supplémentations en collagène ou en gélatine qui vont permettre d'apporter des éléments constitutifs. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que d'une manière générale, un sportif a toujours besoin d'augmenter ses apports en protéines au moment de la phase de blessure parce il va vouloir maintenir sa masse musculaire alors même qu'il ne peut pas s'entraîner normalement. Parfois, on utilise même de la créatine pour essayer de maintenir cette masse musculaire. Donc voilà, ce que vous voyez ici finalement, c'est résumé des perspectives que par la nutrition, on peut vraiment optimiser les différentes phases et on peut essayer de mettre en symbiose l'approche nutritionnelle avec l'approche, avec l'entraînement et pourquoi pas même avec la récupération. Donc l'idée, c'est vraiment de comprendre comment les différents acteurs, si ces différentes personnes qui interviennent sur ces différents facteurs, comment ces différentes personnes peuvent s'entendre, collaborer et monter cette stratégie euh, en collaboration,
en communication avec l'athlète pour que tout ça arrive bien à s'imbriquer et pour obtenir la meilleure performance et la meilleure santé possible. Je vous remercie beaucoup pour le temps que vous m'aurez accordé à écouter cette petite présentation en vous souhaitant à tous une belle fin d'année 2020 et si particulière et de beaux entraînements. À bientôt. Au revoir.